Face à elle, ultimatum de mon fils, réclamant mes économies pour son enfant. J'ai pris une décision radicale, vider mon compte et quitter le pays. Plongé dans cette histoire audacieuse de rébellion et d'indépendance. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies palpitantes. Mon fils m'a exigé mes économies pour son bébé, je les ai prises et j'ai disparu. Les matins commencent toujours. De la même manière, avec des articulations douloureuses et le craquement discret, des lames de plancher, sous mes pieds. Moïche. Marguerite Lefebvre, 67 ans, veuve, ancienne professeure d'anglais, à l'école locale de Villedieu. Je suis depuis longtemps habituée à me réveiller aux premières lueurs. C'était une habitude du temps où mon Lucien était encore en vie quand nous devions nous lever tôt pour préparer le petit déjeuner des enfants. Avant l'école. Maintenant, Lucien est parti. Depuis 5 ans, les enfants sont grands. Mais je me lève toujours à 6 heures du matin et descends à la cuisine pour faire du thé. C'est toujours calme. Le matin, dans notre maison, désormais la mienne, petite. En périphérie de Villedieu, le calme prend plusieurs formes. Parfois il est douillet, propice à la réflexion, parfois oppressante. Un rappel du vide qui s'est formé depuis le départ de mon mari. Aujourd'hui, c'est mercredi, ce qui signifie que ma fille, Élodie, arrivera cet après-midi avec ses 2 enfants, qui a 8 ans d'échange. Élisée, 6 ans. Élodie travaille comme caissière au supermarché. Et le mercredi, elle est à le service de jour. Alors elle me laisse les enfants. Bien que, pour être honnête, le mot « laisse » semble impliquer qu'elle a le choix et me consulte. En réalité, elle les amène et part. Moi, ça me part. Ah, maman, ça ne te dérange pas, n'est-ce que pas? J'ai un travail et les enfants sont bien avec toi, dit-elle à chaque fois, et que suis-je censé répondre? Que moi, une vieille femme, fatiguée de courir, après 2 enfants hyperactifs. J'ai mes propres projets. Quels projets? Une veuve retraitée peut-elle avoir? C'est ce que pense Élodie. Et aussi Sébastien. Sébastien, c'est mon fils. 3 ans plus jeune qu'Élodie. Il travaille comme employé dans une compagnie d'assurance, marié à Céline. Ils viennent d'avoir un fils. Mon 3e petit enfant, le bébé n'a que 3 mois. Ils l'ont nommé Hugo, un nom prétentieux, choisi par Céline. Je n'aime pas particulièrement ma belle-fille. C'est le genre de femme qui sait toujours ce qui est mieux et ne se gêne pas pour le dire, même à moi. Marguerite, c'est elle qui raccourcit mon nom, comme si nous étions des amis. Ah, tu devrais repeindre la cuisine. Cette couleur est complètement démodée. Et changer les rideaux. Ils font tellement siècle dernier. Les rideaux datent vraiment du siècle dernier. Lucien les avait choisis quand nous avons emménagé il y a 42 ans. Mais Céline n'a pas besoin de le savoir. Je me verse une tasse de tisane et m'assieds près de la fenêtre. Regardant le petit jardin, il a besoin d'attention, lui aussi, avec des mauvaises herbes qui pointent entre les plants d'Oai Hung, plantés avec Lucien. Je devrais les tailler, mais mon dos n'est plus ce qu'il était. Sébastien aidait autrefois pour ces choses, mais depuis qu'il a épousé Céline, il vient de moins en moins, et s'il vient, ce n'est pas pour aider sa mère. Le téléphone sonne, interrompant mes pensées. C'est Élodie. Maman, salut. Écoute, je ne pourrai pas récupérer les enfants. À 17 heures, comme d'habitude, on m'a demandé de rester. Jusqu'à 19 heures, ça ne te dérange pas, n'est-ce que pas? Ça ne me dérange pas. Je ne suis jamais dérangée, car dire non signifie entendre des soupirs et des allusions sur combien c'est difficile pour elle d'élever les enfants seuls après son divorce, d'avec cet irresponsable Mathieu. Ah, bien sûr, Élodie, ne t'inquiète pas, répondis-je, et j'entends son soupir de soulagement. Ah, merci, maman, tu es la meilleure.
Je les récupérerai vers 19h ou peut-être 20. S'il y a des embouteillages, elle raccroche, sans même demander comment je vais ou si j'ai des projets pour la soirée. Après tout, quel projet une femme de mon âge peut-elle avoir? C'est ce que pensent mes enfants. Mais j'ai des projets. Ce soir, c'est le club de lecture à la bibliothèque. Nous discutons d'un nouveau roman, lu la semaine dernière. La réunion commence à 18h. Maintenant, je vais la manquer. Je soupire et commence à préparer la maison. Pour l'arrivée des petits-enfants, je range les objets fragiles. En hauteur, sors les jeux de société. Gardés exprès pour eux. Fais cuire des biscuits à l'avoine. Théo les adore. À 13h, à 16h. Tout est prêt. Je m'assieds pour me reposer. Élodie amène les enfants à 14h moins 10. Elle n'entre même pas dans la maison. Elle s'arrête à la grille, laisse sortir les enfants et me fait un signe. Maman, merci beaucoup. Je serai là à 19h ou un peu plus tard et s'en va, me laissant avec 2 enfants énergiques qui courent déjà vers la maison. Grand-mère, crie Lisée en lassant mes jambes. As-tu fait des biscuits? Bien sûr, ma chérie, ils sont dans la cuisine. Théo, sans un mot, passe devant moi, directement vers la cuisine. Je l'entends ouvrir le bocal à biscuits. Mais, Théo, pas plus de 2. Avant le dîner, cria Yé, mais je sais que c'est inutile. La journée passe. Dans son agitation habituelle, Théo et Lise courent dans la maison, jouent dans le jardin, se disputent pour des jouets, se réconcilient, se disputent encore. Je prépare leur déjeuner, aïe de Théo, avec ses devoirs, lise une histoire, à Lise. À 18h, je me sens vidée. Le club de lecture a déjà commencé sans moi. Et Élodie n'est toujours pas là. À 19h, le téléphone sonne. C'est elle, encore. Maman, je suis désolée, mais je suis coincée. Il y a un accident sur la route principale et la circulation est terrible. Je ne pourrai pas arriver avant 20h, peut-être même plus tard. J'ai soupir et disent que c'est d'accord. Les enfants ont déjà dîné et regardent des dessins animés dans le salon. Merci. Maman, tu es la meilleure. Élodie arrive. Au début de 22h, les enfants dorment déjà. Lise sur le canapé. Théo dans le fauteuil. Je les ai couverts de plaid et m'assieds à côté, essayant de lire un livre, mais mes yeux sont lourds de fatigue. Je suis désolée, maman, murmurait Élodie, entrant dans le salon. Cette circulation était un cauchemar. J'y hoche la tête et l'aide à porter les enfants endormis jusqu'à la voiture. Elle ne propose même pas de me laisser rester pour la nuit, bien qu'il soit tard et que je devrais préparer le dîner moi-même. Mais je ne me plains pas, je ne me plains jamais. Après leur départ, je retourne dans une maison vide, bien que fatiguée, je ne peux pas aller me coucher. Tout de suite, je m'assieds près de la fenêtre et regarde le jardin nocturne, réfléchissant à ma vie. J'avais autrefois des rêves et des projets. Je voulais voyager, écrire des livres, peut-être ouvrir une petite librairie, mais ensuite, les enfants sont arrivés et tous mes rêves sont passés au second plan. Et maintenant que les enfants sont grands, il ne me reste que le rôle de grand-mère et de baby-sitter gratuite. Le samedi commence par un appel téléphonique. Cette fois, c'est Sébastien. « Maman, es-tu à la maison? Je viendrai dans 1 heure. Il faut qu'on parle. » Sa voix est tendue, ce qui m'inquiète. D'habitude, Sébastien n'appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose. La dernière fois, c'était pour demander de garder Hugo pendant qu'il allait, avec Céline, à un événement d'entreprise. Je prépare du thé et des biscuits, range le salon, bien qu'il soit déjà propre. Sébastien arrive, exactement 1 heure plus tard. Séul, sans Céline, ni le bébé.
Ce qui est étrange, il utilise généralement ses visites chez moi comme une occasion de donner une pause à sa femme avec le bébé. Maman, dit-il, m'embrassant sur la joue. Comment vas-tu? Bien. Merci, répondis-je, bien que mon genou me fasse à nouveau mal et que ma tension soit élevée. Comment va Céline? Et le bébé? Ça, il va bien. Fait-il un geste impatient, comme pour écarter le sujet? Maman, je voulais parler d'une affaire importante. Nous nous asseyons dans le salon. Je lui sers du thé, mais il ne touche même pas la tasse. Son regard erre dans la pièce, s'arrêtant sur les photos, sur la cheminée, Élodie et Sébastien enfant, Lucien dans le jardin, notre photo de famille, du dernier Noël où il était en vie. Maman, commence enfin Sébastien, me regardant droit dans les yeux. Te souviens-tu que Hugo aura bientôt 5 jours? J'y hoche la tête. Céline planifie une sorte de grande célébration. Elle m'a même envoyé une invitation imprimée sur un papier coûteux, avec des dorures. Céline et moi avons beaucoup réfléchi à l'avenir de Hugo, à son éducation, aux opportunités que nous voulons lui offrir. J'y hoche à nouveau la tête, ne sachant pas où il veut en venir. Mais, vois-tu, maman, nous avons décidé de créer un fonds fiduciaire pour Hugo, pour sécuriser son avenir, afin qu'il ait toutes les opportunités que je n'ai pas eues. Je regarde mon fils avec perplexité. Il a eu toutes les opportunités. Lucien et moi avons travaillé dur pour payer ses études et celles d'Élodie. Lucien prenait des heures supplémentaires à l'usine et moi, je donnais des cours particuliers le soir. Sébastien, tu as eu une bonne éducation. Tu as obtenu ton diplôme avec mention? Oui, bien sûr. Fait-il un geste impatient? Mais les choses sont différentes. Maintenant, il y a plus de concurrence. Hugo aura besoin d'une meilleure éducation, de meilleures opportunités. Je ne comprends toujours pas où il veut en venir. Ça, et c'est pourquoi, maman, je voulais parler de tes économies. Voilà, je me sens comme aspergée d'eau froide. Mes économies, l'argent obtenu quand Lucien et moi avons vendu notre maison, après sa mort. J'ai emménagé dans une petite maison en périphérie de la ville et mis le reste sur un compte. C'est mon filet de sécurité, mon avenir. Ce à propos de mes économies. Sébastien. Maman. Il se penche en avant, sa voix douce, persuasive. Tu n'es plus jeune, tu n'as pas besoin de tout cet argent. Et Hugo, c'est ton petit-fils, ton sang. J'essence la colère, monter en moi. Mais je me retiens. Que proposes-tu exactement, Sébastien? Donne tes économies. Pour mon bébé, dit-il, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Nous créerons un fonds fiduciaire au nom de Hugo. Ce sera ta contribution à son avenir. Sam, je regarde mon fils et ne le reconnais pas. Quand est-il devenu ainsi? Quand a-t-il décidé qu'il pouvait venir et exiger mon argent, l'argent que Lucien et moi avons économisé toute notre vie? Sébastien, c'est une demande sérieuse. J'ai besoin d'y réfléchir. Qu'y a-t-il à réfléchir? Maman? Sa voix devient dure. Impatiente. Tu ne dépenses pas cet argent. De toute façon, il est juste là, sur un compte. Et Hugo en a besoin pour l'avenir. J'ai besoin d'y réfléchir, dis-je fermement. C'est une grande décision. Sébastien soupire, mais son visage redevient doux, persuasif. Bien sûr, maman, réfléchis-y, mais pas trop longtemps. Nous voulons annoncer le fonds lors de la célébration des 100 jours de Hugo. Il se lève, m'embrasse sur la joue et part, sans toucher le thé, ni les biscuits. Je reste assise
dans le salon, fixant la porte fermée, quelque chose dans le comportement de Sébastien, m'alarme, son insistance, son impatience. D'habitude, il est plus réservé, plus raisonnable. Quelque chose ne va pas. Le soir, Élodie appelle. « Maman, » dit-elle, sans saluer. Sébastien a dit qu'il t'a parlé. De l'argent pour Hugo? Donc, ils sont de mèche. Élodie et Sébastien ont discuté de mon argent, dans mon dos. Hein? Oui, il était ici, aujourd'hui. Qu'as-tu décidé? J'ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir. Élodie soupire. Maman, qu'y a-t-il à réfléchir? C'est pour ton petit-fils. Ne veux-tu pas qu'il ait un bel avenir? Et Théo et Lise? Demandaille. Ce sont aussi mes petits-enfants? Une pause. C'est différent, maman. Dit enfin Élodie. Hugo a toute sa vie devant lui, et cet argent est toujours là. Tu ne vas pas le dépenser. Je sens la colère grandir en moi. Mes enfants pensent qu'ils peuvent contrôler mon argent, ma vie. Ils ne demandent même pas si j'ai des projets pour cet argent. Ils ont juste décidé qu'à mon âge, il ne peut y avoir de projet. Je vais y réfléchir. Elle l'audit, dis-je, et raccroche sans attendre sa réponse. Cette nuit-là, je ne peux pas dormir. Je restais allongé, fixant le plafond, pensant à ma vie, à comment j'ai toujours mis mes enfants en premier, comment j'ai abandonné ce que je voulais pour eux. Et maintenant qu'ils sont grands, ils ne me voient que comme une baby-sitter gratuite et une source d'argent. Quelque chose en moi se brisait. Je ne peux plus vivre ainsi. Je ne peux pas les laisser m'utiliser. Je ne peux pas abandonner la dernière chose qu'il me reste. Mes économies, mon indépendance, mon avenir. Je sors du lit, marche vers mon bureau et sors un carnet. Je commence à écrire un plan qui changera ma vie et peut-être celle de mes enfants, un plan qui les fera réaliser que je ne suis pas juste une vieille femme à commander. Je suis Marguerite Lefebvre et je mérite le respect. Au matin, le plan est prêt. Je pose mon stylo et regarde par la fenêtre où le ciel commence à s'éclaircir. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vivante, pleine de détermination. Le sentiment est enivrant et terrifiant à la fois, mais je sais que je fais ce qu'il faut. Je ne sacrifierai plus pour des enfants qui prennent cela pour acquis. Il est temps de penser à moi. Il est temps de commencer à vivre pour moi, et je sais par où commencer. Le lendemain matin, je me réveillai plus tôt que d'habitude. Il faisait encore sombre dehors, mais j'étais bien éveillée. Mon esprit tourbillonnait avec les événements de la veille, et ma conversation avec Sébastien, ces mots résonnaient encore dans mes oreilles. Donne tes économies pour mon bébé. Pas une demande, mais une exigence, comme si moi, sa mère, n'était qu'un coffre-fort qu'il pouvait vider à sa guise. Je sortis du lit, grimaçant sous la douleur, dans mes genoux, et marchai vers la fenêtre. Le lampadaire éclairait le petit jardin que j'avais cultivé avec amour au fil des années. Chaque buisson, chaque fleur me rappelait une période de ma vie. Les roses, pour les premières années de mon mariage avec Lucien, Lo Oai Hung, pour la naissance d'Élodie, le jasmine, pour l'arrivée de Sébastien. Ma vie a toujours tourné autour de la famille. D'abord mes parents, puis mon mari et mes enfants. Maintenant, mes petits-enfants. Où étais-je? Moïse, dans tout cela. Marguerite Lefebvre, pas une mère, pas une grand-mère, pas une veuve, juste une femme avec ses propres rêves et désirs. Je me dirigeai vers la commode et sortis la vieille boîte à bijoux où je gardais mes souvenirs. Parmi les photos jaunies et les bricolages des enfants se trouvait un petit carnet à couverture de cuir usé, mon journal de voyage, commencé avant mon mariage. Les premières et seules pages étaient consacrées à un voyage en France que j'avais fait à 21 ans. À l'époque, je travaillais comme gouvernante pour une famille de diplomates et j'avais eu la chance
de passer l'été, dans une petite ville balnéaire, près de Collioure. C'est là que j'avais rencontré Célestine Moreau, une jeune Française, étudiante en art. Nous sommes devenus amis, rapidement, malgré nos personnalités différentes. J'étais une Française calme, réservée, élégante, une Française vive, émotive. Peut-être est-ce pourquoi nous nous sommes attirés après cet été. Nous avons correspondu pendant des années. Je lui racontais mon mariage, la naissance de mes enfants, ma carrière d'enseignante. Elle partageait des histoires de ses voyages, son travail dans des galeries, ses romances ratées. Peu à peu, les lettres devinrent plus courtes, moins fréquentes, puis furent remplacées par des cartes de Noël occasionnelles. La dernière était arrivée il y a environ 5 ans, peu après la mort de Lucien. Célestine écrivait qu'elle s'était enfin installée dans cette même ville française où nous nous étions rencontrés, qu'elle avait acheté une petite maison avec vue sur la mer et ouvert un petit atelier d'art. Je passais mes doigts sur l'encre fanée. Et si je lui rendais visite, pas seulement visiter, mais y vivre un temps, loin des enfants, de leurs exigences, loin de ce sentiment que ma vie ne m'appartenait pas. L'idée semblait si audacieuse, si peu dans mon caractère, que je ris à haute voix. Une veuve de 67 ans, quittant tout, pour aller à Collioure. On dirait le début d'un roman pour dames. Mais plus j'y pensais, plus l'idée semblait réelle. J'avais des économies, celles-là même, que Sébastien réclamait avec insistance. J'avais ma santé, malgré les douleurs dans les genoux, et les pics occasionnels, de tension. J'avais un passeport, renouvelé il y a 2 ans, pour un voyage à Paris, pour un festival littéraire. Un voyage que je n'avais jamais fait, car Élodie m'avait demandé, à la dernière minute, de garder les enfants. J'étais soudain envahie d'un étrange sentiment, un mélange d'excitation et de peur. Moi, Marguerite Lefebvre, avait toujours été celle qui suivait les règles, qui mettait les besoins des autres avant les miens. Mais maintenant, en regardant le vieux journal, je réalisais que j'étais prête à changer cela. Je passais le reste de la matinée sur l'ordinateur que Sébastien m'avait offert à Noël dernier, pour que tu puisses voir les photos des petits-enfants sur les réseaux sociaux, avait-il expliqué. Au lieu de cela, je cherchais des informations sur les visas, le coût de la vie en France, les locations. À midi, j'avais un plan approximatif. D'abord, contacter Célestine. Je trouvais sa dernière carte et tapais un courriel, essayant d'être brève, mais honnête. Je lui parlais de ma situation, de comment je me sentais, utilisée par mes propres enfants, de leur demande de renoncer à mes économies. Enfin, je demandais si je pouvais rester chez elle un moment jusqu'à ce que je trouve ma propre place. Quand j'envoyai le courriel, je ressentis un étrange soulagement, comme si j'avais fait le premier pas vers la liberté. Maintenant, je devais attendre une réponse et me préparer à un possible départ. Cet après-midi-là, Élodie appela. « Maman, peux-tu récupérer Théo à l'école? Demain, ses cours finissent à 14 heures et je travaille jusqu'à 17 heures. » Élise, Desmandailles, connaissant déjà la réponse, la mère de Jocelyne, la récupère. Elles vont à une fête pour enfants. Alors, tu peux prendre Théo. J'allais dire non, je voulais dire que j'avais mes propres projets, que je n'avais pas à toujours m'adapter à son emploi du temps. Mais au lieu de cela, j'entendis ma propre voix dire « Bien sûr, ma chérie, je le récupérerai. » Merci, maman. J'entendis le soulagement dans sa voix, un deuil qui, à propos, as-tu réfléchi à ce que disait Sébastien? L'argent pour Hugo. Voilà, la vraie raison de l'appel. Je suis encore en train d'y réfléchir. Élodie. Mais, maman, qu'y a-t-il à réfléchir? C'est pour ton petit-fils. Ne veux-tu pas qu'il ait un bel avenir? Et Théo et Lise
ne pousse m'empêcher. Ce sont aussi mes petits-enfants. Pourquoi l'argent devrait-il aller seulement à Hugo? Une pause? C'est différent, maman, dit enfin Élodie. Hugo est encore très jeune. Il a toute sa vie devant lui. Et puis, Sébastien et Céline ont un plan précis pour créer un fonds fiduciaire pour son éducation. N'as-tu pas de plan pour l'éducation de Théo-Élise? Maman, tu connais ma situation, dit-elle, une touche de blessure dans la voix. Depuis mon divorce d'avec Mathieu, je dois compter chaque centime. Il paye à peine. La pension alimentaire. Je ne peux pas planifier quelque chose d'aussi coûteux qu'une école privée ou l'université. Je soupirai. Élodie utilisait toujours son divorce comme excuse. Oui, Mathieu n'avait pas été l'homme le plus fiable. Mais cela faisait 4 ans. D'autres femmes divorcées se débrouillaient, trouvaient des moyens de subvenir aux besoins de leurs enfants. Je vais y réfléchir, Élodie, dis-je, essayant de garder une voix neutre. Ah, d'accord. Elle était visiblement déçue. Donc, tu récupères Théo demain? Oui. 14 heures? Merci. Maman, tu es la meilleure. Après avoir parlé à Élodie, je sentis ma détermination. À partir, se renforcer, je devais agir vite, avant que les enfants ne soupçonnent quelque chose. Le lendemain matin, je me rendis à la banque. Mon objectif était simple, retirer tout l'argent de mon compte. Pas un virement traçable, mais en liquide. C'était une somme conséquente. Près de 150 000 euros restantes de la vente de la maison de Lucien et moi, après l'achat de la nouvelle maison et le paiement des taxes. À la banque, une jeune fille, au sourire amical, m'accueillit. Comment puis-je vous aider? Je voudrais retirer de l'argent de mon compte, dis-je, essayant de paraître confiante. Combien souhaitez-vous retirer? Tout le compte. Son sourire s'effaça légèrement. Tout le compte. C'est une grosse somme. Madame Lefebvre, puis-je demander à quoi vous servira cet argent? J'étais préparée à cette question. Je prévois de l'investir. Mon conseiller financier a recommandé de meilleures conditions dans une autre banque. C'était un mensonge, mais ça semblait plausible. La fille hocha la tête, bien qu'il y ait du doute dans ses yeux. Je vois. Il nous faudra un peu de temps. Pour retirer une si grosse somme, pouvez-vous attendre environ 30 minutes? J'y hochai la tête et m'assis dans la zone d'attente. Mon cœur battait à tout rompre. Je n'avais jamais menti si effrontément auparavant, jamais fait quelque chose de ce genre, mais d'une étrange manière, cela me donnait de la force. Pour la première fois, depuis des années, je me sentais vivante, active, pas juste à la dérive. 40 minutes plus tard, on me fit entrer dans un bureau séparé, où le directeur, un homme d'âge moyen, au regard attentif, m'attendait. Madame Lefebvre, commença-t-il, je veux m'assurer que vous êtes pleinement consciente de ce que vous faites. Il y a des risques à retirer une telle somme en liquide. Je suis consciente de ces risques, répondis-je fermement. Puis je demandai, pourquoi vous ne voulez pas faire un virement bancaire? Ce serait beaucoup plus sûr. Je préfère le liquide, dis-je, essayant de rendre ma voix confiante. Et j'aimerais avoir l'argent. Aujourd'hui, si possible, le directeur me lança un long regard, mais je ne détournai pas les yeux. Enfin, il hocha la tête. D'accord, Madame Lefebvre, nous préparerons l'argent. Mais je dois vous avertir, c'est une grosse somme. Vous aurez besoin d'un endroit sûr pour le conserver. J'ai prévu cela, mentis-je encore. 1 heure plus tard, je quittai la banque, avec un sac contenant toutes mes économies. C'était étrange de porter le résultat d'une vie de travail et d'économie. Je me rendis directement à la poste, où je louai un coffre-fort, pas l'endroit le plus sécurisé, mais bien plus sûr
que de garder autant d'argent à la maison, laissant la majeure partie dans le coffre. Je me dépêchai vers l'école de Théo. En chemin, je vérifiai mes courriels. Sur mon téléphone, je n'avais pas encore de nouvelles de Célestine. Et si elle ne répondait pas ou disait non, alors je devrais chercher d'autres options, mais la décision de partir était mûre. Théo était heureux de me voir à la grille de l'école. Il courut et enlaça mes jambes. Il était plus affectueux. Ces derniers temps, peut-être sentait-il que quelque chose se passait. « Grand-mère, on peut aller au parc ?» demanda-t-il, alors que nous marchions vers l'arrêt de bus. « Bien sûr, mon chéri, » acquiesçai-je, décidant que tout le reste pouvait attendre. Au parc. Théo nourrissait les canards et courait autour de l'étang. Je m'assis sur un banc et l'observais, si insouciant, si plein de vie. Je pensais à Hugo, encore tout petit, avec son fonds fiduciaire que ses parents voulaient tant pour lui, et à Lise, qui, à 6 ans, montrait déjà un talent remarquable pour le dessin, mais Élodie était trop occupée pour le remarquer. Mes petits enfants, allais-je vraiment les abandonner? Cette pensée me fit tressaillir, mais je me rappelais que je ne les abandonnais pas, pour toujours. Juste une pause, du temps pour moi, du temps pour que mes enfants réalisent que je ne suis pas juste une ressource pratique, mais une personne avec ses propres envies et besoins. Le soir, après avoir couché Théo, Élodie resta tard au travail. Encore, je reçus enfin une réponse de Célestine. Elle écrivait dans un mélange de français et d'espagnol, aussi émotive et vive que toujours. « Ma chérie, qu'elle est surprise de recevoir ta lettre. Bien sûr, viens me rendre visite. Ma maison est la tienne. J'ai une chambre d'amis avec vue sur la mer. Tu te réveilleras au son des vagues. Oh, Marguerite, ça fait des années, mais je t'ai toujours gardée dans mon cœur. Ta gentillesse, ta retenue, trop de retenue. Si tu veux mon avis, à en juger par ta lettre. Ces enfants ne t'apprécient pas du tout. Il est temps de leur montrer que leur mère n'est pas juste un distributeur de billets et une baby-sitter. Viens vite, nous boirons du vin sur la terrasse et regarderons le coucher du soleil, comme autrefois. Je lus la lettre plusieurs fois, sentant mes yeux se remplir de larmes. Célestine n'avait pas changé, toujours la même personne, émotive, directe, solidaire, et elle m'attendait. J'avais un endroit où aller. Les 2 semaines suivantes passèrent dans des préparatifs fébriles. J'achetai un billet de train pour Perpignan, et de là, je prévoyais prendre un autre train jusqu'à la ville balnéaire où vivait Célestine. Je commandai une nouvelle valise. L'ancienne tomberait en morceaux. En route, je fis mes bagages avec les choses les plus nécessaires. Documents, photos. Je faisais de mon mieux pour agir normalement, récupérer Théo à l'école. Les mardis et jeudis, cuisiner le déjeuner pour Élodie quand elle passait avec les enfants. Le dimanche, parler au téléphone avec Sébastien qui insistait toujours pour que je donne l'argent. « Maman, tu réfléchis encore ?» demandait-il avec impatience. « La fête est dans 3 semaines. Nous devons préparer les documents. » « J'ai presque décidé, répondis-je, et c'était la vérité. La décision était prise, juste pas celle qu'il attendait. 1 semaine avant le départ prévu, ce que je craignais le plus arriva. Sébastien se présenta, sans prévenir, avec une chemise de documents. « Maman, j'ai apporté les papiers pour le fonds fiduciaire, » annonça-t-il. « Depuis le seuil, il ne te reste qu'à signer, et nous transférerons l'argent au fond. Tout de suite. » « Sébastien, » commençai-je, sentant mon cœur battre. « Je n'ai pas encore décidé. » « Qu'y a-t-il à décider, maman ?» m'interrompit-il. « C'est pour ton petit-fils. Tu ne vas pas dépenser cet argent à ton âge. »
À mon âge, répétai-je, et quelque chose dans ma voix le fit taire. Qu'en est-il de mon âge, Sébastien? Eh bien, tu n'es plus jeune, maman, tu n'as pas besoin de ce genre d'argent, Hugo aura un avenir. J'ai regardé mon fils, un homme grand, sûr de lui, si semblable à Lucien, en apparence, mais si différent de caractère. Lucien n'avait jamais été aussi possessif, il respectait les limites des autres, leurs décisions. Je vais y réfléchir encore, dis-je fermement. Ah, maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai un rendez-vous médical prévu. C'était un mensonge, mais Sébastien n'insista pas. Il laissa la chemise sur le bureau et partit, marmonnant quelque chose sur l'entêtement sénile. Après son départ, je m'assis à la table et fixai la chemise. Longuetemps, à l'intérieur, un plan pour me priver de mes économies, tout ce qui restait de ma vie avec Lucien, sous prétexte de s'occuper de l'avenir de Hugo. Ce soir-là, Élodie appela. « Maman, Sébastien dit que tu as encore des doutes, commença-t-elle, sans préambule. Pourquoi es-tu si têtue? C'est pour Hugo. Et Théo et Lise, demandai-je encore. Ce sont aussi mes petits-enfants. Maman, nous en avons parlé. C'est différent. Sébastien et Céline ont un plan précis. N'as-tu pas de plan pour l'éducation de tes enfants? Maman, tu connais ma situation. Après mon divorce d'avec Mathieu, toujours les mêmes excuses. Élodie, l'interrompis-je, je n'ai pas encore décidé. Donne-moi du temps. Mais, maman, donne-moi du temps. Élodie, répétai-je fermement. Après avoir parlé à ma fille, je vérifiai mon plan. À nouveau, le billet de train était acheté pour le mardi suivant. Célestine confirma que la chambre était prête pour moi. J'avais déjà emballé la plupart des choses prévues à emporter et rangé ma valise dans le placard. La partie la plus difficile fut d'écrire ma lettre d'adieu. Je restai longtemps devant une feuille vierge, ne sachant comment expliquer ce que j'avais fait. Je ne voulais pas accuser, ni blesser, mais cacher la vérité n'avait pas de sens non plus. La lettre fut courte. Chère Élodie, cher Sébastien, au moment où vous lirez ceci, je serai loin. J'ai décidé de faire une pause dans notre vie commune et de vivre pour moi. Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis en sécurité et en bonne compagnie. Quant à l'argent, dont vous vous préoccupiez tant, il est avec moi. J'ai décidé de le dépenser pour moi, pour ma nouvelle vie. Cela peut sembler égoïste, mais après toutes les années passées à m'occuper des autres, j'ai gagné le droit d'être égoïste. Ne cherchez pas à me trouver. Quand je serai prête, je vous contacterai, moi-même, avec amour. Votre mère. Après avoir relu la lettre, je la pliai soigneusement et la rangeai dans un tiroir de mon bureau encore quelques jours. Et un nouveau chapitre de ma vie commencerait, la vie de Marguerite Lefebvre, pas une mère, pas une grand-mère, pas une veuve, juste une femme qui avait enfin décidé de vivre pour elle-même. Le mardi matin était étonnamment ensoleillé pour Villedieu. Les rayons perçaient à travers les rideaux fins de ma chambre, comme pour m'encourager. Aujourd'hui est le jour, Marguerite. Ne recule pas. Je me réveillai tôt, bien avant que l'alarme ne sonnait. Le sommeil s'évanouit instantanément, laissant place à un mélange d'excitation et de peur. Aujourd'hui, je ferai la chose la plus audacieuse de ma vie. Aujourd'hui, je disparaîtrai. Mon train était prévu pour 14h30, mais je planifiais de quitter la maison à 9h. Je devais récupérer l'argent au coffre-fort, puis prendre un taxi pour la gare. Tout était prêt, valise emballée, documents vérifiés. Plusieurs fois, billets imprimés. Je me levai, pris une douche, bus du thé. Mes mouvements étaient mécaniques, comme si ce n'était pas moi qui contrôlais mon corps, mais un programme. C'était une sensation étrange de réaliser que, dans quelques heures,
Je quitterai cette maison, cette région, ma vie familière. À 8 heures, je sortis la lettre, écrite pour les enfants, et la posai sur la table, de la salle à manger, à l'endroit le plus visible. Encore une fois, je la relus. Chère Élodie, cher Sébastien, au moment où vous lirez ceci, je serai loin. J'ai décidé de faire une pause dans notre vie commune et de vivre pour moi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis en sécurité et en bonne compagnie. Quant à l'argent, dont vous vous préoccupiez tant, il est avec moi. J'ai décidé de le dépenser. Pour moi, pour ma nouvelle vie. Cela peut sembler égoïste, mais après toutes les années passées à m'occuper des autres, j'ai gagné le droit d'être égoïste. Ne cherchez pas à me trouver. Quand je serai prête, je vous contacterai, moi-même, avec amour. Votre mère. Chaque mot résonnait, de douleur, mais aussi de détermination. Je réalisais que je causerais de l'inquiétude à mes enfants, peut-être même de la douleur. Mais pensait-il à mes sentiments quand il planifiait de prendre la dernière chose qui me restait de ma vie passée? À 8h30, le téléphone sonna. Élodie, maman, peux-tu récupérer Lise à la garderie? Aujourd'hui, j'ai un entretien pour un nouvel emploi. Et Théo est récupéré par un voisin avec son fils. Je fermais les yeux. C'était ça, le test final de ma détermination. Je suis désolée, Élodie, je ne peux pas ce soir, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Que veux-tu dire? Tu ne peux pas? Il y avait une pointe d'irritation dans sa voix. As-tu des projets? Oui, répondis-je simplement. J'ai des projets. Quels projets? Maintenant, elle ne cachait même plus son irritation. Maman, c'est un entretien d'embauche important. Je peux enfin avoir un vrai travail. Ne peux-tu pas m'aider? Pendant un instant, j'ai failli céder. Des années à faire plaisir, à mettre les besoins de mes enfants avant les miens pesaient lourd. Mais je me souvins de la demande de Sébastien pour l'argent, de ses mots sur mon âge, de la négligence d'Élodie envers mon temps. Je suis désolée, Élodie, mais non, tu devras trouver une autre solution. Maman, s'exclama-t-elle, que t'arrive-t-il? Tu n'as jamais agi comme ça avant. Je commence juste à vivre ma vie, dis-je, et raccroché, disant adieu. Mes mains tremblaient, mais ma détermination ne faisait que croître. J'éteignis le téléphone, sachant qu'Élodie rappellerait, peut-être même demanderait à Sébastien de m'appeler, qu'il pense que le téléphone était mort. À 9h, pile à l'heure, je quittai la maison avec ma valise. Une voisine, Madame Dubois, arrosait les fleurs dans son jardin et me regarda, surprise. « Vous partez, Marguerite ?» demanda-t-elle. « Oui, un petit voyage, » répondis-je avec un sourire. « Il est temps d'étirer les vieux os. » Vous avez raison, hocha-t-elle, approbatrice. Il est temps. Tous ces enfants et petits-enfants, vous devriez penser à vous. Aussi, si elle savait combien elle avait raison, le taxi que j'avais commandé à l'avance. Attendez, le chauffeur, un jeune homme avec une oreillette, m'aida avec ma valise. À la poste, sur la rue principale. S'il vous plaît, dis-je, m'installant sur la banquette arrière, tout le long du trajet, jusqu'à la poste. Je regardais par la fenêtre, les rues de Villedieu défilant, la ville où j'avais passé la plupart de ma vie, la ville que je quittais maintenant, peut-être pour toujours. À la poste, je pris l'argent du coffre-fort, de gros billets, soigneusement rangés dans une pochette spéciale, sous mes vêtements, achetés sur une boutique en ligne. Pour voyageurs, pas la solution la plus originale, mais mieux que de tout porter dans mon sac. Maintenant, à la gare, s'il vous plaît, dis-je au chauffeur. En remontant dans le taxi, la gare était bruyante et bondée.
Je déposai ma valise, passai le contrôle des billets, et me retrouvai dans la zone d'attente. Une étrange sensation d'irréalité m'envahit. Moi, Marguerite Lefebvre, une veuve de 67 ans, grand-mère de 3 petits-enfants, assise à la gare, attendant un train pour Perpignan, avec de l'argent, sous mes vêtements, et sans billet de retour. À midi, je rallumai mon téléphone pour vérifier mes courriels, comme prévu. Plusieurs appels manqués d'Élodie, et même quelques-uns de Sébastien. Je ne pris pas la peine d'écouter les messages vocaux. Ils devaient être pleins de reproches et d'exigences. À la place, j'envoyai un court message à Célestine, confirmant mon arrivée. Elle répondit presque instantanément. Impatiente de te voir, j'ai acheté une bouteille de ton vin blanc préféré. Te souviens-tu quand nous en buvions dans ce petit café près de la plage? Bon voyage, ma chérie. J'ai souri. Célestine se souvenait que j'aimais le vin blanc, bien que tant d'années se soient écoulées, elle était toujours attentive aux détails. Le train fut annoncé. À l'heure, je montai à bord, trouvai ma place, près du hublot. Un jeune couple s'assit à côté de moi, des jeunes mariés, à en juger par leurs bracelets assortis et leurs regards amoureux. « Vous allez souvent à Perpignan ?» demanda la fille, remarquant que je n'avais pas l'air aussi excité qu'eux, mais pour la première fois, depuis de nombreuses années, répondis-je. Mais j'ai passé un été merveilleux, près de Collioure, il y a longtemps. Oh, c'est si romantique, s'exclama-t-elle. Ça ravivait des souvenirs. On pourrait dire ça, souris-je, mais plus pour en créer de nouveaux. Ils échangèrent un regard, pensant visiblement que j'étais une gentille vieille dame, excentrique, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Ma vie n'est plus définie par les attentes des autres. Le trajet fut sans incident. Je fis même une sieste, bercée par le mouvement régulier du train, quand le train commença à ralentir et que la mer Méditerranée, bleue, apparut dans le hublot. Je ressentis une étrange sensation de retour au foyer, bien que je n'aie passé qu'un été près de Collioure. Il y a presque 50 ans, quelque chose dans ce pays avait toujours résonné avec mon âme. À la gare de Perpignan, je rallumai mon téléphone. Encore plus d'appels manqués. Maintenant, les 2 enfants appelaient en alternance, presque sans arrêt. Ils devaient avoir trouvé ma lettre. À ce moment-là, j'imaginais leur panique, leur perplexité, peut-être même leur colère. Sébastien devait être le plus en colère. Son plan pour obtenir mon argent avait échoué. J'envoyai un texto à Célestine, disant que j'avais arrivé et serais bientôt dans le train. Elle répondit qu'elle me retrouverait à la gare ferroviaire de Collioure. Le trajet de Perpignan à Collioure fut flou. Tout autour de moi semblait à la fois étranger et étrangement familier. Panneaux français, discours, bruyance, couleurs vives. J'achetai un billet de train pour Collioure, la petite ville balnéaire où vivait Célestine. Le train n'était presque vide, hors saison touristique. Je m'assis près de la fenêtre, regardant le paysage changer derrière la vitre. Perpignan, avec ses rues animées et son architecture majestueuse, cédait peu à peu aux villes côtières, baignées de verdure et de soleil. Après 3 heures, le train entra à Collioure, la petite ville nichée au bord de la baie, avec des maisons aux couleurs pastel grimpant sur les collines, et des rues étroites, sinueuses, ressemblaient à mes souvenirs, comme si le temps s'était arrêté ici. À la gare ferroviaire, juste une plateforme, avec un auvent, je vis Célestine. Elle se tenait, la main sur les yeux, se protégeant du soleil, me cherchant parmi les passagers. Je la reconnus immédiatement, malgré les années. Elle n'avait pas beaucoup changé, même silhouette élancée, coupée courte, maintenant argentée, au lieu de brune, et une écharpe colorée autour du cou. « Marguerite !» s'exclama-t-elle, en me voyant, et se précipita vers moi, les bras ouverts,
Nous nous enlaçâmes, et je sentis le parfum familier de son parfum. Quelque chose de floral, avec une touche d'épices. Tu n'as pas changé du tout, dit-elle, s'écartant et me regardant. Toujours la même Française élégante. Et toi, toujours une menteuse. Ris-je? J'ai vieilli, et nous le savons toutes les deux. Sornette, dit-elle, nous avons mûri comme un bon vin. Viens, ma voiture est dans le parking. Oh. Célestine conduisait comme elle faisait tout dans sa vie, vite et avec enthousiasme. La petite Fiat rouge serpentait dans les rues étroites de Collioure, grimpant de plus en plus haut, dans les collines, au-dessus de la ville. Ma maison est en haut, expliqua-t-elle. La vue est divine, ça valait chaque euro que j'ai payé pour elle. La maison de Célestine s'avéra être une petite villa blanche, avec des volets bleus et une terrasse surplombant la mer. Autour, un jardin méditerranéen, oliviers, lavandes, romarins. Bienvenue dans mon petit paradis, dit Célestine, m'aidant avec ma valise. J'espère que tu aimeras ici. À l'intérieur, la maison était lumineuse et éclectique, comme son hôtesse, des tableaux sur les murs, visiblement l'œuvre de Célestine, des coussins colorés. Sur les canapés, des livres, des figurines, des souvenirs de différents pays. Ah, ta chambre est ici. Célestine ouvrit la porte d'une petite chambre lumineuse, avec un balcon, oh, comme promis, une vue sur la mer. Je marchai vers le balcon et me figeai d'admiration. En bas, la mer, bleu vif, scintillait au soleil. Au loin, je pouvais voir les contours des bateaux de pêche. C'est magnifique, soufflai-je. Et c'est ta maison. Maintenant, sourit Célestine. Chaud aussi longtemps que tu voudras. Nous nous installâmes sur la terrasse, avec des verres de vin blanc que Célestine avait, comme promis, achetés spécialement pour mon arrivée. Le soleil se couchait, colorant le ciel, et la mer, de teintes rosées et dorées. Alors, Célestine leva son verre. À ta liberté, ma chérie. À la liberté, fis-je écho, en faisant teinter mon verre. Avec le sien, maintenant, raconte-moi tout, exigea-t-elle. Tu étais si réservée, dans ta lettre, si typiquement française, je veux tous les détails. Alors, je racontais les enfants qui ne me voyaient que comme une nourrice gratuite et une source d'argent, la demande de Sébastien que je renonce à mes économies pour le fonds fiduciaire de Hugo, ma décision de partir et de commencer une nouvelle vie. Bravo, s'exclama Célestine. Quand j'eus fini, tu as enfin agi comme une vraie femme, au lieu d'une mère et grand-mère modèle. J'ai toujours dit que tu avais du feu en toi, Marguerite. Il était juste, trop profondément caché. Nous parlâmes nous remémorant le passé, discutant du présent, faisant des projets pour l'avenir. Quand je me couchais enfin, la fatigue et le vin avaient fait leur effet, et je sombrais dans un sommeil profond, sans rêve. Le matin, je fus réveillée par le bruit de la mer et les cris des mouettes. Pendant un instant, je fus confuse, ne réalisant pas où j'étais, puis tout me revint. Mon évasion, Célestine, Collioure. Je restai allongée, regardant la lumière du soleil, jouer sur le plafond, et me sentis étrangement paisible. Pour la première fois, depuis longtemps, je me réveillai sans penser à ce que je devais faire pour les autres. Aujourd'hui, je pouvais faire ce que je voulais. Célestine était déjà dans la cuisine, préparant le petit déjeuner, croissants frais de la boulangerie locale, fruits, café forte. Bonjour, belle, au bois dormant, s'exclama-t-elle, en me voyant. Comment as-tu dormi dans ton nouvel endroit? Étonnamment bien, admis-je. Après le petit déjeuner, Célestine proposa de me faire visiter la ville. Nous déambulâmes dans les rues étroites de Collioure,
regardâmes dans les petites boutiques. Nous assîmes dans des cafés, sur la place principale, observant la vie locale. Tout est plus lent ici, expliqua Célestine. Les gens ne sont pas pressés. Ils profitent de la vie. Je réalisai soudain que pour la première fois, depuis des années, je ne pensais pas autant à devoir me dépêcher ou répondre aux besoins de quelqu'un. J'étais juste ici et maintenant, et ce sentiment semblait un luxe, presque oublié. En fin d'après-midi, nous rentrâmes, et je décidai enfin de rallumer mon téléphone. 37 appels manqués, 23 de Sébastien, 14 d'Élodie, et une multitude de messages, allant de la panique à la colère. « Maman, où es-tu? Appelle-moi maintenant. » D'Élodie. « Ce n'est pas drôle. Maman, nous sommes tous inquiets. » Théo pleure encore. D'Élodie. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Bon sang, où as-tu disparu? Et que veux-tu dire? L'argent est avec toi. Rappelle-moi immédiatement. » De Sébastien. Le dernier message, envoyé il y a 1 heure. « Maman, nous sommes allés à la police. Si tu lis que si, fais-moi savoir que tu vas bien. Nous devenons fous d'inquiétude. » Je montrai les messages à Célestine. « Ils sont inquiets, dis-je, avec une note de culpabilité dans la voix. »« Ils sont inquiets, pour l'argent, » corrigea Célestine. « Surtout ton fils, à ce qu'il semble. » Peut-être devrais-je répondre, juste dire que je vais bien. « C'est ta décision, ma chérie, » dit-elle. « Mais souviens-toi, pourquoi tu es ici. Si tu fais contact tout de suite, tout l'effet sera perdu. » Je savais qu'elle avait raison. Le but de ma disparition n'était pas seulement de commencer une nouvelle vie, mais aussi de faire réaliser à mes enfants que je n'étais pas juste une ressource à portée de main. « Ah, tu as raison, » dis-je, éteignant mon téléphone. « Qu'il s'inquiète un peu plus longtemps. » Merde. Les jours suivants, je m'adaptai lentement à ma nouvelle vie. Célestine me montra son atelier d'art, une pièce lumineuse, dans le grenier, avec vue sur la mer. Là, elle donnait des cours pour les enfants locaux. Et les touristes? « Tu pourrais te joindre à moi, » suggéra-t-elle. « Aider avec les leçons. Après tout, tu es une ancienne enseignante. » « Mais j'enseignais l'anglais, pas l'art, » objectai-je. Célestine ricane. « Quelle différence. L'essentiel, c'est de savoir captiver, intéresser, et ça, on ne te l'apprend pas. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Toi, tu l'as. » Et ainsi, je commençai à aider Célestine dans l'atelier. D'abord, juste en assistant, préparant les matériaux, mettant de l'ordre. Puis je commençai à donner une partie des cours, surtout avec les touristes anglophones, qui étaient nombreux, même hors saison. Nous passions les soirées, sur la terrasse, regardant les couchers de soleil, discutant de tout, parfois en silence, écoutant le bruit de la mer. À ces moments, je ressentais une paix et une liberté que je n'avais pas connues depuis des années, et mes enfants, ils continuaient d'appeler, mais de moins en moins, le temps des messages, passé de la panique à la colère, puis à la perplexité, et enfin à la résignation. « La police dit que tu es parti en France volontairement, » écrivit Sébastien. « Et je ne comprends pas ce qui se passe, maman. Pourquoi fais-tu ça? »« J'ai trouvé ta photo à la gare, » rapporta Élodie. « Es-tu vraiment partie sans dire un mot? Comment as-tu pu? » J'ai lissé ces messages avec des sentiments mitigés, de culpabilité et de satisfaction. Ils remarquaient enfin que j'existais séparée de leurs besoins, que j'avais ma propre vie, mes propres désirs. Le 10e jour en France, Célestine revint de la ville avec le journal local et un regard étrange. Que s'est-il passé? Demandai-je. Ton fils, dit-elle, me tendant le journal. Il est ici.
Je la regardai, perplexe, puis jetai un œil au journal. Sur une des pages intérieures, une petite annonce, en français. Recherchée. Marguerite Lefebvre, 67 ans, supposée être dans la région de Collioure. Toute information. Veuillez téléphoner. Et le numéro de Sébastien. Il ne lâchera pas, murmurai-je. Il cherche l'argent, corrigea Célestine. Pas toi? Je savais qu'elle avait raison. Sébastien était tenace, non pas par inquiétude, pour moi, mais à cause des 150 000 € que j'avais emportés ce soir-là. Célestine revint du magasin avec des nouvelles. Il y a un homme en ville, dit-elle, montrant ta photo, demandant si quelqu'un t'a vu. Sébastien, soufflai-je. Mon cœur battait. Il est ici. Ne t'inquiète pas. Célestine s'assit à côté de moi et prit ma main. Personne ne te dénoncera. Il n'aime pas les étrangers qui fouinent dans les affaires des autres. D'ailleurs, tu n'es pas une criminelle. Tu es une femme adulte qui a le droit de vivre où elle veut. Mais je me sentais encore mal à l'aise. Collioure est une petite ville. Tôt ou tard, Sébastien pourrait croiser quelqu'un qui m'a vu avec Célestine. Peut-être devrais-je lui parler, suggérai-je. Tout expliquer? Si tu es prête pour ça, hocha Célestine. Mais souviens-toi, pourquoi tu es ici. Ne le laisse pas te manipuler, te faire sentir coupable. J'ai hoché la tête, mais mon ventre se noua à l'idée de la confrontation à venir. Je n'avais pas vu Sébastien depuis seulement 10 jours, mais on aurait dit des mois, comme si cette vie appartenait à une autre réalité. Le lendemain, Célestine revint de la ville, avec de nouvelles informations. Ton fils séjourne à l'hôtel Les Vagues, sur le front de mer. Il a fait le tour de tous les restaurants et magasins montrant ta photo. Il dit que tu es sa mère, que tu es malade et a besoin d'aide. Malade? M'indignai-je. C'est juste de la manipulation. Célestine compléta pour moi. Il essaye d'attirer la sympathie. Ce soir-là, assise sur la terrasse, je pouvais voir les lumières de la ville, en bas, et penser à Sébastien, qui errait peut-être dans les mêmes rues que Célestine et moi, cet après-midi, me cherchant l'argent. Le téléphone sonna encore. Sébastien, je faillis répondre, mais au dernier moment, je laissai tomber l'appel. Immédiatement, mon message arriva. Maman, je sais que tu es à Collioure. S'il te plaît, parlons. Je m'inquiète pour toi. Inquiété, bien sûr qu'il l'est. S'il était inquiet, il n'aurait pas exigé que je renonce à toutes mes économies pour son fils. S'il était inquiet, il aurait remarqué combien je suis fatiguée de m'occuper de mes petits-enfants au lieu de le prendre pour acquis. Mais une partie de moi, celle qui a toujours été une mère avant tout, réagissait à cette phrase. Peut-être est-il vraiment inquiet, peut-être ma disparition l'a fait réfléchir à ce qu'il ressentait pour moi. Cette nuit-là, je ne pus dormir longtemps, écoutant le bruit de la mer et pensant à mon fils, qui était maintenant quelque part très près, dans la même petite ville, me cherchant et cherchant l'argent, bien sûr, surtout l'argent, la lumière du matin, filtrée à travers les stores, colorant la pièce. De tons dorés doux, je me réveillai au son du téléphone. Un autre appel de Sébastien, le 3e ce matin, et il n'était que 8 heures. Hier, il avait appelé 28 fois l'avant-veille. 32. La persistance de mon fils n'avait pas de limite. Je ne répondis pas. Je n'allumais mon téléphone qu'une fois par jour pour vérifier les messages. Puis l'éteignais à nouveau. Célestine pensait que je devrais changer de numéro. Complètement, mais je n'étais pas prête à couper tout contact avec ma vie passée. Il ne lâchera pas, dit Célestine, entrant dans la pièce avec une tasse de café. Je l'ai vu devant la poste, hier, montrant ta photo. Au facteur. Et que a dit le facteur? Qu'il ne t'avait jamais vu
sourit-elle. Antonio est un vieil ami à moi, il ne te dénoncerait à personne, même s'il livrait des lettres directement à notre porte. C'était l'avantage d'une petite ville. Tout le monde se connaissait, et un étranger, posant trop de questions, ne suscitait que méfiance et silence. Il est ici depuis 2 semaines, Sou Piraige. Il devra retourner à Villedieu. Un jour, il a un travail, une famille. Oui. Mais tant qu'il est ici, nous ferions mieux d'être prudentes. Célestine s'assit au bord du lit. Pas de promenade sur le front de mer, pas de visite dans les cafés du centre. Heureusement, mon atelier est en périphérie. Je hochaille la tête depuis presque 1 mois. Je vivais dans cette petite ville méditerranéenne et chaque jour était une découverte. Au début, Célestine et moi, nous promenions simplement, explorant le quartier, visitant les marchés locaux et les musées, puis je commençais à aider à l'atelier d'art, à mon bassin d'art. D'abord avec des tâches administratives, puis avec des cours pour les enfants anglophones. J'aimais travailler avec les enfants, à nouveau, pas comme une grand-mère, devant s'occuper de ses petits-enfants, mais comme une mentor, les aidant à découvrir leur potentiel créatif. Les enfants venaient à l'atelier avec des yeux brillants, pleins d'enthousiasme et de curiosité. Ils ne prenaient pas mon aide pour acquise. Ils me remerciaient, posaient des questions, partageaient leurs pensées. « Tu t'épanouis, Marguerite ?» remarqua Célestine, un jour, en me regardant aider une petite fille à mélanger de la peinture pour obtenir la nuance parfaite d'aiguë marine. Quand tu es arrivé, tu avais ce regard si fatigué. Maintenant, il brille. J'ai ressenti le changement, moi-même, comme si un lourd poids avait été retiré de mes épaules, un poids de responsabilité constante, d'être toujours disponible, toujours prête à mettre de côté mes projets pour les besoins de mes enfants et petits-enfants. Ici à Collioure, je pouvais être moi-même Marguerite, pas une mère, pas une grand-mère, pas une veuve, juste une femme, avec ses propres intérêts et désirs. Je commençais même à dessiner, maladroitement, de manière amateur, mais avec un plaisir que je n'avais pas ressenti. Depuis le lycée, Célestine expliquait patiemment les bases de la composition, le travail des couleurs, les différentes techniques. Et tu as un sens de la couleur, dit-elle, en regardant mes premières esquisses à l'aquarelle. Il te suffit d'apprendre à faire confiance à ton intuition. En dehors de la peinture, je découvris la joie des choses simples, longues promenades sur la plage, à l'aube, quand personne n'était là, lire des livres, dans un hamac, sous un olivier, cuisiner des plats locaux, à partir de recettes partagées par les voisins de Célestine. La seule chose qui ternissait cette idylle étaient les appels constants de Sébastien et les pensées sur Élodie et les petits-enfants, surtout les petits-enfants. Le téléphone sonna encore. Cette fois, c'était Élodie. Elle appelait moins souvent que Sébastien, généralement 1 ou 2 fois par jour, et ses messages étaient différents, moins exigeants, plus confus. « Maman, je ne comprends pas. Pourquoi tu es partie si soudainement? Les enfants te manquent. Théo demande sans cesse quand grand-mère reviendra. S'il te plaît, appelle. » Contrairement à Sébastien, Élodie semblait vraiment me manquer, pas seulement mon aide avec les enfants, ou peut-être voulais-je juste le croire. Élodie est au téléphone, dis-je à Célestine. Vas-tu répondre? Je secouai la tête. Ce n'était pas encore le moment. Après le petit déjeuner, nous allâmes à l'atelier aujourd'hui, un cours pour les enfants locaux, un groupe de 6 garçons et filles de 7 à 10 ans. Je ne parlais pas assez bien l'espagnol pour enseigner, mais je pouvais aider avec les matériaux, montrer des techniques. La journée passa vite. Le soir,
En rentrant, nous passâmes par la place principale, et je vis Sébastien. Il était assis dans un café, regardant quelque chose sur son téléphone, fatigué et fronçant les sourcils. Je reculai instinctivement, dans l'ombre, bien qu'il regardait ailleurs, et ne m'aurait probablement pas remarqué. Ton fils a l'air épuisé, remarqua Célestine. Il est têtu, dis-je. Il a toujours été comme ça, une fois qu'il a quelque chose en tête. Il ne lâche pas. Je me demande ce qui le motive le plus, s'inquiéter pour sa mère, ou vouloir récupérer l'argent. Je ne répondis pas. C'était une question qui me tourmentait. Je voulais croire que Sébastien me cherchait par amour, par inquiétude, mais son insistance, ses messages en colère, disaient le contraire. Maman, je ne comprends pas. Comment tu as pu faire une telle chose? Cet argent était nécessaire pour l'avenir de Hugo. Ton petit-fils, comment as-tu pu être si égoïste? Égoïste, ce mot faisait le plus mal, toute ma vie. J'avais mis les besoins de mes enfants avant les miens, abandonné des opportunités de carrière, des voyages, mes propres intérêts, pour eux. Et maintenant que j'avais fait quelque chose pour moi, pour la première fois, j'étais égoïste. À la maison, je rallumai mon téléphone pour vérifier les messages. 15 appels manqués de Sébastien, 2 d'Élodie et un message d'elle. Maman, j'ai parlé à une psychologue de notre situation. Elle m'a aidé à réaliser quelque chose. Il semble que Sébastien et moi t'ayons prise pour acquise depuis longtemps. Pardonne-nous. Fais-moi savoir que tu vas bien. J'ai relousse le message plusieurs fois. Élodie était allée voir une psychologue et avait admis qu'il m'avait maltraité. C'était si différent de ma fille pratique, toujours sûre d'elle. Il s'est passé quelque chose, demanda Célestine. Remarquant mon expression pensive, je lui montrai le message du progrès. Hocha-t-elle. On dirait que ta fille commence à comprendre. Et Sébastien est toujours en colère. Soupiraige. Il est toujours plus difficile pour les hommes d'admettre leurs erreurs, dit Célestine, philosophiquement, surtout quand il s'agit de leur mère, mais il comprendra, lui aussi, avec le temps. J'avais maintenant beaucoup de temps, pas d'horaire, pas d'engagement, pas besoin de m'adapter aux projets des autres. Le lendemain matin, en sortant sur le balcon, avec une tasse de tisane, je vis une enveloppe dans la boîte aux lettres, près de la grille. Étrange. D'habitude, le courrier arrive plus tard. Célestine, attends-tu une lettre? Demanda-je, descendant à la cuisine. Non, pourquoi? Il y a une enveloppe dans la boîte. Nous marchâmes ensemble jusqu'à la grille. L'enveloppe m'était adressée. Marguerite Lefebvre, écrit de l'écriture familière. D'Élodie. Comment connaissait-elle l'adresse? M'étonnai-je. Une petite ville. Haussa Célestine. Les épaules. Quelqu'un a pu lui dire où elle suivait son frère? J'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite et plusieurs photos. Théo et Lise, au parc, à la plage, à la table des fêtes. Chère maman, je ne sais pas si tu recevras cette lettre. J'espère que oui. J'ai longuement réfléchi à ce que je voulais te dire. Comment expliquer mes sentiments? Sébastien pense que je devrais exiger ton retour, parler de ta responsabilité. Mais je ne suis plus d'accord avec lui. Après ton départ, j'ai dû repenser beaucoup de choses. La psychologue m'a aidé à voir comment Sébastien et moi t'avons traité toutes ces années. Nous prenions ton aide, ton temps, ton amour, pour acquis. Nous ne pensions jamais à tes souhaits, tes rêves. Je suis désolée, maman, désolée pour toutes les fois où je t'ai laissé les enfants sans prévenir, pour toutes les fois où j'ai ignoré tes projets, pensant qu'ils étaient moins importants que les miens pour ne jamais t'avoir remercié. Assez souvent, les enfants te manquent.
Je t'envoie des photos pour que tu les vois grandir. Théo a gagné le concours de maths. À l'école, Lise a appris à nager sans brassard. Ils posent souvent des questions sur toi. Je leur dis que grand-mère voyage, découvre le monde, qu'elle le mérite. Je ne te demande pas de revenir. Fais-moi juste savoir que tu vas bien, que tu es heureuse. C'est tout ce qui compte. Avec amour. Élodie. Non, maman. Je m'affaissai sur le banc, près de la grille, sentant des larmes monter à mes yeux. C'était exactement la confession que j'attendais inconsciemment. Depuis toutes ces années, la reconnaissance que je n'étais pas juste une mère et grand-mère, mais un être humain avec mes propres besoins et désirs. Tout va bien? Demanda Célestine. S'asseyant à côté de moi, je lui tendis la lettre. En silence, elle la lut et hocha la tête. C'est une bonne lettre, sincère. Ta fille a vraiment réalisé ses erreurs. Oui, acquiesçai-je, regardant les photos des petits-enfants. Ils avaient tellement grandi ce mois-ci. Ou était-ce juste une impression? Je dois lui répondre. Bien sûr. Célestine serra ma main, mais prends ton temps, réfléchis à ce que tu veux dire. Sounds. Je ne suis pas allée à l'atelier. Ce jour-là, je restais à la maison, relissant la lettre d'Élodie, regardant les photos, pensant à ma décision de partir. Je ne le regrettais pas. Ces semaines en France m'avaient donné un sentiment de liberté et de valeur personnelle que je n'avais pas ressenti depuis des décennies, mais penser à mes petits-enfants, à comment ils grandiraient sans moi, causait une douleur dans ma poitrine. Le soir, assise sur la terrasse, avec un verre de vin, je décidai de vérifier mon téléphone. Les appels de Sébastien continuaient. Il avait appelé 23 fois aujourd'hui, mais il y avait aussi un nouveau message d'Élodie. J'espère que tu as reçu ma lettre. Sébastien est toujours en France. Il ne sait pas que je t'ai écrit. Il est si fixé sur l'argent qu'il ne voit pas l'essentiel. Pardonne-lui. Maman, c'est plus difficile pour lui de comprendre. Je ne répondis pas. Je n'étais pas encore prête, mais je sentais que je pourrais le faire bientôt. Le lendemain, Célestine revint de la ville, avec des nouvelles. Ton fils va partir, dit-elle. Je l'ai entendu dire, dans un café, qu'il devait retourner à Villedieu. Quelque chose à voir avec son travail. Il abandonne. M'étonnai-je? Je ne pense pas. Plutôt une retraite stratégique. Peut-être a-t-il réalisé qu'il ne peut rien obtenir par une poursuite directe. La nouvelle du départ imminent de Sébastien apporta des sentiments mitigés. D'un côté, je pouvais respirer plus librement, sans crainte de le rencontrer dans les rues. D'un autre côté, j'étais étrangement déçu qu'il parte sans me parler, sans essayer de comprendre mes motivations. Ah, voulais-tu le rencontrer avant qu'il ne parte? Demanda Célestine, observant ma réaction attentivement. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Une partie de moi veut m'expliquer, mais l'autre sait qu'il n'est pas prêt à écouter. Il est encore trop en colère. Ce soir-là, je décidai de me promener dans la ville. Pour la première fois, sans Célestine, Sébastien aurait dû être à la gare. D'après ce que mon ami m'avait dit, Collioure était particulièrement belle. Le soir, avec les lumières se reflétant dans l'eau sombre de la baie, une légère brise venant de la mer, les gens se promenant lentement sur la promenade ou assis dans les cafés en plein air. Je marchais, profitant de l'atmosphère, quand, soudain, je remarquai Sébastien de l'autre côté de la rue. Il s'appuyait contre la rambarde de la promenade, regardant la mer. Je me figeai, ne sachant que faire, m'approcher, me cacher. Il semblait pensif, presque triste. À ce moment, un homme l'approcha, un local, à en juger par ses gestes. Ils parlèrent de quelque chose.
et Sébastien lui montra quelque chose sur son téléphone, probablement une photo de moi. L'homme secoua la tête. Sébastien soupira, haussa les épaules et continua le long de l'embarcadère. Je le suivis prudemment, gardant mes distances. Il s'arrêta dans un petit café, s'assit à une table, commanda quelque chose. Il sortit son téléphone, le fixa longtemps, puis composa un numéro. Un instant plus tard, mon téléphone sonna, que je tenais à la main. Je laissai tomber l'appel, rapidement, mais mon cœur battait à tout rompre. Sébastien posa le téléphone sur la table, passant sa main. Sur son visage, il y avait tant de fatigue. Dans ce geste, tant de frustration, que cela me mit mal à l'aise. Il semblait vieilli, hagarde. Je fis quelques pas vers lui, mais m'arrêtai. Ah, non, pas encore. D'abord, il doit réaliser ce qu'il a fait. Il doit comprendre pourquoi je suis parti. Je me tournai et m'éloignai rapidement, avant qu'il ne puisse me voir, tout le chemin, jusqu'à la maison de Célestine. J'avais une étrange sensation, un mélange de culpabilité pour la souffrance de mon fils, et une forte conviction que j'avais fait ce qu'il fallait. À la maison, je racontai à Célestine ma rencontre. Tu as bien fait de ne pas y aller. Hocha-t-elle. Laisse-le réfléchir, à en juger par ce que ta fille écrit. Il commence à comprendre. Tu crois? Demanda-je, hésitante. J'en suis sûre, sinon il n'aurait pas l'air si perdu. Le lendemain, Sébastien partit effectivement. Célestine le confirma, en parlant à l'hôtel, où il séjournait, mais les appels ne s'arrêtèrent pas. Maintenant, il appelait de Villedieu, tout aussi insistant, presque désespéré. Et 3 jours plus tard, arriva une autre lettre, cette fois de Sébastien. Elle était plus courte que celle d'Élodie et écrite avec une difficulté apparente. L'écriture était inégale, certains mots barrés. Maman, je suis rentrée à Villedieu, sans t'avoir trouvé, mais je sais que tu es quelque part à Collioure. Je t'ai vu hier soir, sur le front de mer. Tu m'as suivi, et ensuite tu es parti. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas approché, pourquoi tu m'évites, pourquoi tu ne réponds pas. Au téléphone, qu'ai-je fait de si terrible? Élodie dit que nous t'avons prise pour acquise, que nous n'avons jamais pensé à tes sentiments. Peut-être a-t-elle raison, mais est-ce une raison pour abandonner une famille? Est-ce une raison pour prendre l'argent qui pourrait sécuriser l'avenir de ton petit-fils? Je suis en colère contre toi, maman, mais tu me manques aussi. Et franchement, je commence à comprendre ce que tu as ressenti quand je suis venue demander l'argent. Je ne voulais pas que ça sonne comme une exigence. C'est juste, Céline et moi avons des problèmes sérieux, et je ne savais pas comment demander de l'aide. Reviens, maman, ou du moins, appelle-moi. Parlons. Sébastien, chut. Je lus la lettre plusieurs fois. Sébastien m'avait vu sur le front de mer. Je n'avais pas été aussi prudente que je le pensais, mais l'important était qu'il commençait à comprendre. Il commençait à réaliser sa culpabilité, pas complètement, encore avec du ressentiment et de la colère. Mais la glace s'était brisée. Que vas-tu faire? Demanda Célestine. Quand je lui montrai la lettre, je pense qu'il est temps de leur répondre, dis-je, mais pas de revenir. Ce n'est pas encore le moment. Je suis d'accord. Hocha-t-elle, et montre-leur que tu vas bien, que tu es heureuse, mais ne te presse pas de reprendre le cours normal. Je m'assis à la table et sortis du papier et un stylo. Il était temps de faire savoir aux enfants que j'allais bien, que j'étais vivante et en bonne santé, et que leur attitude envers moi devrait changer s'ils voulaient que je revienne dans leur vie. Cela fait 3 mois que je me suis échappée de Villedieu, 3 mois de ma nouvelle vie en France, 3 mois où il semble que j'ai vécu plus que ces 5 dernières années. Collioure s'est transformé. À l'automne, les touristes sont partis, laissant la ville à ses vrais habitants.
La mer est devenue plus sombre, plus profonde, plus méditative. Le matin, les Brookie Yards rampaient parfois sur le rivage, enveloppant les bateaux de pêche d'une brume fantomatique. J'aimais cette atmosphère méditative, plus que l'agitation estivale. Après le départ de Sébastien, j'envoyais de courtes lettres aux enfants, à Élodie. J'écrivis plus chaleureusement, la remerciant pour sa compréhension, lui racontant un peu de ma vie ici, joignant quelques-unes de mes esquisses à l'aquarelle. À Sébastien, j'écrivis plus réservément, mais sans froideur. Je confirmais que tout allait bien, que je n'avais pas de rancune contre lui, mais que j'avais besoin de temps pour moi. Ils réagirent différemment. À ces lettres, Élodie envoya de nouvelles photos, des petits-enfants, dans une longue lettre empreinte de cœur où elle me raconta comment elle avait changé sa vision de notre relation. Elle écrivit qu'elle conduisait maintenant les enfants à tous leurs cours, elle-même, ne les confiant plus aux voisins ou aux connaissances. Elle commença à valoriser son propre temps et celui des autres. De Sébastien vint un court message par courriel. « Merci d'avoir écrit. Content que tu ailles bien, nous étions inquiets. » Les appels de lui devinrent moins fréquents, peut-être une fois par semaine, au lieu de 30 fois par jour. Je n'avais toujours pas répondu, mais j'y pensais déjà. J'attendais juste le bon moment. Ma vie à Collioure prit un rythme agréable. Le matin, je marchais le long du rivage, regardant les pêcheurs revenir de leur pêche nocturne. Puis je prenais le petit déjeuner avec Célestine, sur la terrasse, si le temps me le permettait, 3 jours par semaine. Je travaillais dans son atelier d'art. À ma surprise, j'aimais enseigner aux enfants non seulement l'anglais, mais aussi les bases du dessin. Les jours libres, je déambulais dans le quartier avec un carnet de croquis, essayant de capturer la beauté de la région. Je n'étais pas très douée, mais Célestine disait que j'avais mon propre style, naïf mais sincère, comme elle le formulait. Nous passions souvent les soirées sur la terrasse, regardant le coucher du soleil, sirotant du vin, discutant de tout, de la politique à l'art, de la philosophie aux souvenirs de notre jeunesse. « Ah, tu sais, Marguerite, dit Célestine un jour, tu as changé ces derniers mois. Quand tu es arrivée, tu étais si raide, peu sûre de toi. Maintenant, regarde-toi. » J'ai souri. Elle avait raison. Je me sentais plus jeune, plus libre, plus confiante. J'avais même changé, extérieurement, bronzée sous le soleil méditerranéen, les cheveux un peu plus longs que d'habitude, abandonnant mes vêtements normands, conservateurs, pour des tenues plus colorées, plus amples. C'est tout ton influence, répondis-je. Tu as toujours été si vivante. Et non, ma chère. Célestine secoua la tête. C'est tout toi. Je t'ai juste montré la porte. C'était à toi de la franchir. Sansa. Fin octobre, je reçus une lettre de l'avocat que j'avais engagé au début de mon aventure française. Je lui avais demandé de trouver une association caritative pour les personnes âgées et de mettre en place un système où je pourrais transférer une partie de mes économies en échange d'une petite rente. À vie, l'avocat écrivit qu'il avait trouvé une option idéale, la Fondation Âge d'Or, spécialisée dans l'aide aux personnes âgées souffrant de maltraitance émotionnelle. De la part de leurs proches, il proposait un système où je donnais 100 000 € et en échange recevais une allocation mensuelle de 800 € pour le reste de ma vie. Le reste de l'argent, environ 50 000 €, resterait à ma disposition. C'était exactement ce que je cherchais, assez d'argent. Pour une vie modeste en France, où la vie était moins chère qu'à Villedieu. Et en même temps, mon argent servait une bonne cause, aidant des personnes âgées, comme moi, à échapper à des relations familiales toxiques. Je signais tous les documents et les renvoyais à Caen, quand la confirmation arriva que le contrat était en vigueur. Je ressentis un étrange soulagement,
comme si le dernier fil, me reliant à ma vie passée, avait été coupé ce même soir, assise sur la terrasse, admirant un coucher de soleil particulièrement magnifique. J'entendis une sonnerie familière, mon téléphone sonnait, le nom de Sébastien apparut sur l'écran. D'habitude, je laissais l'appel passer en manquer. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. J'étais prête à parler, prête à expliquer, prête à peut-être commencer à construire une nouvelle relation, pas comme mère et fils, mais comme deux adultes qui se respectent. Je pris le téléphone et appuyai sur le bouton vert. Maman, la voix de Sébastien était si surprise que je souris. Il ne s'attendait visiblement pas à ce que je réponde. Ah, maman, c'est toi. Bonjour, Sébastien, dis-je calmement. Oui, c'est moi. Mon Dieu. Tu as enfin répondu, s'exclama-t-il. J'avais perdu espoir. Comment vas-tu? Où es-tu? Quand rentres-tu? Tant de questions. À la fois, c'est ainsi que je me souvenais de lui, toujours impatient, toujours pressé. Je vais bien, répondis-je. Je vis en France, dans une petite ville, au bord de la mer. Je ne prévois pas de rentrer? Tu ne prévois pas? Il hésita. Mais pourquoi? Maman, nous te manquons tous. Hugo grandit si vite. Tu rates toutes. Et Élodie dit que Théo et Lise, posant des questions sur toi, tout le temps. Mes petits-enfants me manquent aussi, admis-je. Mais j'ai besoin de ce temps, pour moi. Sébastien, du temps pour réaliser qui je suis, au-delà d'être une mère et une grand-mère. M'es-tu? Il hésita encore, cherchant visiblement ses mots. Mais tu as toujours été une maman, la meilleure maman. Pourquoi voudrais-tu être autre chose? Voilà, c'est l'attitude qui m'a fait partir pour lui. Je n'étais qu'une maman, une fonction, un rôle, pas une personne, avec ses propres envies et besoins. Parce que je ne suis pas seulement une mère. Sébastien, dis-je, aussi doucement que possible, je suis Marguerite Lefebvre, une femme qui aime peindre des aquarelles, lire des romans historiques, marcher le long de la mer, à l'aube, une femme qui a des rêves et des projets, une femme qui veut vivre sa propre vie. Une pausée, j'entendais sa respiration, lourde, non, comme s'il retenait ses émotions. Je n'ai jamais pensé de cette façon, dit-il enfin. Pour moi, tu étais toujours juste maman. Je sais, répondis-je, sans reproche. Et c'est pourquoi j'ai dû partir, pour vous faire réaliser, à tous, que je n'existe pas, juste pour vous. Ça dû. Une autre pause, puis il demanda, d'un ton différent, professionnel, teint doux. Et l'argent. Maman, l'argent que tu as pris avec toi. Oh. Voilà, c'était l'argent qui l'intéressait le plus. Je l'ai géré, Sébastien, dis-je calmement. Je m'en suis occupé. Sa voix monta. Que veux-tu dire? Gérer. Tu l'as dépensé toute. Non, je ne l'ai pas dépensé. Je l'ai placé dans une association caritative qui aide les personnes âgées souffrant de maltraitance émotionnelle de leurs proches. Quoi? Il semblait abasourdi. Quelle maltraitance émotionnelle? Maman, de quoi parles-tu? Ce qui s'est passé dans notre famille pendant des années, répondis-je, essayant de parler doucement, mais fermement. Toi et Élodie m'avez prise pour acquise, vous avez utilisé mon temps, mon énergie, mon amour, et n'avez jamais pensé à ce que je voulais, pour moi-même, et quand j'ai refusé de vous donner la dernière chose qui me restait, mes économies, vous m'avez appelé égoïste. Je n'ai pas, commença-t-il, mais s'arrêta, puis il dit, plus doucement, peut-être as-tu raison, Élodie a dit quelque chose comme ça, que nous t'avons prise pour acquise. Cette admission, bien qu'incomplète, me surprit.
Peut-être que Sébastien avait commencé à réaliser quelque chose pendant ces mois. Et maintenant, demanda-t-il, après une pause, et l'argent? Tu dis que tu l'as mis dans un fonds. Oui, confirma-je. La majeure partie. En échange, le fonds me versera une petite allocation mensuelle, assez pour une vie modeste. Ici en France. Donc, tu ne prévois vraiment pas de rentrer. Il y avait tant de confusion dans sa voix que j'eus pitié de lui. Pas encore, Sébastien. Je suis bien ici. J'ai trouvé du travail, des amis, des hobbies. Pour la première fois, depuis des années, je me sens libre. Libre, répéta-t-il. Mais, et nous, et les petits-enfants? Je ne disparais pas de votre vie, pour toujours, dis-je doucement. Je ne vivrai plus, pour vous, je ne sacrifierai plus mes intérêts, mon temps, mon argent. Si vous voulez que je sois dans votre vie, ce sera selon mes termes, comme quelqu'un qui mérite le respect et a le droit de prendre ses propres décisions. Une longue pause. J'entendais Sébastien respirer lourdement, comme s'il essayait de gérer ses émotions. Et as-tu vraiment donné tout l'argent à ce fonds? Demanda-t-il enfin. La majeure partie, répétai-je. C'était ma décision. Sébastien, mon droit d'utiliser ce que j'avais gagné. Mais c'était aussi l'argent de papa, s'exclama-t-il, avec une soudaine ferveur. C'était pour la famille. Non, Sébastien, dis-je fermement. C'était l'argent de Lucien et moi, nos économies, que nous avions mises de côté toute notre vie. Et Lucien n'a jamais dit que c'était pour la famille. Il voulait que je sois à l'abri quand il est mort, pour que je puisse avoir une vie décente. Et tu appelles ça une vie décente? Il y avait de l'amertume dans sa voix. Et fuir ta famille, te cacher dans un village français, Oui, Sébastien, répondis-je calmement. C'est une vie décente, une vie où je décide quoi faire de mon temps, de mon argent, de mon amour, une vie où je suis respectée comme une personne, pas utilisée, comme une baby-sitter gratuite, et un distributeur de billets. Mes mots semblèrent enfin toucher la cible. Une longue pause suivit, après laquelle Sébastien parla, d'un ton différent, calme, presque coupable. Maman, je ne voulais pas que tu te sentes ainsi. Je ne voulais pas que tu penses que nous t'utilisions. Je sais que tu ne voulais pas, dis-je doucement, mais c'est ce qui s'est passé. Toi et Élodie avez beaucoup à repenser. Réaliser que les parents ne sont pas une ressource gratuite pour toujours, que nous avons nos propres vies, nos propres rêves, nos propres désirs. Élodie semble l'avoir compris. Elle en parle beaucoup, dit-il, de comment nous t'avons prise, pour acquise, que nous n'avons jamais pensé à tes sentiments. Et toi, Sébastien, comprends-tu? Une autre pause. Puis il soupira. Je pense que je commence à comprendre, surtout après ce que tu as dit sur l'association caritative. Ça, c'était comme une gifle, une prise de conscience. Pensais-tu vraiment que nous t'avions, maltraité émotionnellement? J'ai hésité. Peut-être que le terme était trop dur, mais en essence, oui, c'est ce qui s'était passé pendant des années, peut-être pas consciemment, dis-je enfin. Mais le résultat était exactement celui-là. Je me sentais utilisée, indésirée, invisible, comme si ma seule valeur était dans ce que je pouvais faire pour vous. Je suis désolé, maman, dit-il, et il y avait une sincérité dans sa voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pensé, je n'ai pas réalisé. Tu le fais maintenant, terminai-je doucement. Et c'est l'essentiel. Nous parlâmes encore d'Hugo, de Céline, de son travail. Il mentionna même
les problèmes financiers, pas en passant, pas en détail, mais reconnaître leur existence était un pas important. Avant de dire au revoir, il demanda « Maman, vas-tu un jour rentrer ?»« Je ne sais pas, Sébastien, » répondis-je honnêtement. « Peut-être un jour, mais pas pour de bon. Peut-être viendrai-je visiter, voir mes petits-enfants. »« J'aimerais ça, » dit-il doucement. « J'aimerais venir te rendre visite, voir comment tu vis, rencontrer tes amis. » La suggestion me surprit. Sébastien avait toujours été si autosuffisant, si concentré sur sa propre vie, que l'idée de son intérêt pour ma nouvelle réalité semblait étrange. « Bien sûr, » répondis-je. « Tu peux venir, quand tu seras prêt. »« Merci, maman, » dit-il. « Pardonne-moi pour tout. » Je restai longtemps sur la terrasse, après, regardant les étoiles, qui semblaient particulièrement brillantes. Ici, loin des lumières de la ville, Célestine me rejoignit, apportant une bouteille de vin blanc et 2 verres. « À en juger par ton visage. La conversation s'est bien passée, » dit-elle, versant le liquide doré. Mieux que je ne l'espérais, admis-je. Je pense qu'il commence vraiment à comprendre. À comprendre quoi? Que je ne suis pas juste sa mère, que j'ai droit à ma propre vie. Bravo. Célestine leva son verre. Au nouveau départ et aux anciennes fins, nous fîmes, tiens nos verres, et prîmes une gorgée, chacun. Le vin était doux, avec un léger arrière-goût, tout comme la conversation d'aujourd'hui. Tu sais, dis-je, regardant la mer sombre, en bas, quand j'ai quitté Villedieu, je pensais fuir quelque chose. Les exigences des enfants, le sentiment d'être utilisé, le vider de ma vie. Mais maintenant, je réalise que je courais, en réalité, vers quelque chose, la vraie moi, la vie que j'ai toujours voulu, mais que j'avais peur d'admettre, même à moi-même. Mieux vaut tard que jamais, dit Célestine, philosophiquement. Certains vivent toute leur vie sans savoir qui ils sont vraiment. Penses-tu, demandai-je, me tournant vers elle, que je pourrais un jour rentrer, pas pour toujours. Bien sûr, juste leur rendre visite, faire partie de leur vie. Mais selon mes propres termes? Oh, bien sûr que tu peux, répondit-elle avec assurance. Mais seulement quand ils comprendront vraiment et accepteront ton indépendance. Quand ils cesseront de te voir seulement comme une ressource pratique. Quand ils apprendront à respecter tes limites. Sébastien a proposé de venir ici, dis-je avec un sourire, pour te rencontrer, pour voir ma nouvelle vie. Oh, s'exclama Célestine, avec un geste théâtral de la main. C'est déjà du progrès. Peut-être n'est-il pas aussi désespéré que nous le pensions. Nous rîmes, et soudain, je ressentis une légèreté, une délivrance que je n'avais jamais ressentie dans ma vie, comme si le dernier poids avait été retiré de mes épaules.